qui nous rejoint sur l'écran via le Zoom pour son intervention « Les tribulations d'un chercheur cinéaste ». Brièvement, vous êtes initialement formé à la sociologie générale, à finalité recherche, mais c'est après un master à l'EHESS que vous décidez de vous diriger vers la réalisation de documentaires au sein du master Images et Société de l'Université d'Evry. Vous y avez découvert le plaisir de l'écriture, du développement d'une intention jusqu'à sa réalisation. Aujourd'hui, vous conciliez votre activité de doctorat en sociologie filmique avec la réalisation documentaire. Côté sociologie, vous vous intéressez principalement au processus de socialisation avec un fort intérêt pour le milieu scolaire. Vous développez depuis vos années de master des réflexions sur la façon dont les élèves d'origine populaire concilient les injonctions sociales propres à leur milieu avec leurs désirs. Votre pratique filmique, quant à elle, se heurte fréquemment à la question de l'autre et à la façon de construire des relations lorsque celles-ci sont médiées par la caméra. Vous alimentez ces réflexions en menant régulièrement des ateliers de réalisation avec les publics scolaires fragiles et vous vous interrogez à ces occasions sur ce que permet la réalisation dans un processus de construction et de reconstruction de soi-même. Je vous laisse la parole, Guillaume. Eh ben, merci pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'équipe d'organisation de me permettre de faire cette présentation à distance. Étant donné que je donne cours cet après-midi, je ne pouvais pas être avec vous. Alors, quelques éléments de cadrage par rapport à la communication que je propose aujourd'hui. Au départ, j'avais envie de faire plutôt une présentation sur la frontière entre la recherche et la création. C'est un sujet que je travaille pas mal quand j'ai l'occasion. Il y a pas mal de colloques sur la question. Le dernier en date, c'était pour un colloque qui s'appelle Chercher créer, organisé par la Commission supérieure de l'image et du son. Colloque dans lequel je suis revenu sur une expérience de montage d'un film documentaire qui était à destination de la télévision et de la télé régionale. Dans cette communication, je m'étais intéressé aux différentes, disons, injonctions qu'il existe. On va dire les directions politiques que prennent les chaînes de télévision par rapport aux documentaires qu'ils souhaitent produire. Et comment, en fonction de ces lignes politiques, le cinéaste, le réalisateur allait être un peu, disons, influencé dans le film final. Ce qui partait d'un projet de film personnel s'est peu à peu transformé en un film de commande. Et comme je suis sociologue avant d'être cinéaste, l'avantage, c'est que j'ai pu interpréter cela d'un point de vue sociologique. Et ça me permet de vous dire quoi? Ça me permet de vous dire qu'effectivement, je me sens avant tout sociologue. Et cette communication, au lieu de s'appeler les tribulations d'un chercheur cinéaste, aurait pu aussi s'appeler les névroses d'un chercheur cinéaste ou le clivage d'un chercheur cinéaste. Je m'explique. Donc, sociologue de formation, arrivé sur le tard en réalisation de documentaire, avec un faible sentiment de légitimité dans ce champ. Pourquoi? Parce que je découvre que la création, être auteur, est un apprentissage. Cela nécessite de construire et de proposer un point de vue, un regard sur les êtres et les choses. En d'autres termes, il faut être capable de traduire en images, par l'intermédiaire de la technique, une intention. Il faut donc maîtriser une grammaire propre au langage cinématographique que je ne possédais pas en tant que sociologue, mais que je désirais apprivoiser. On pourrait dire, pour résumer, que je suis clivé entre d'une part mon rôle de sociologue, que je juge important, mais qui m'apporte moins en termes de capital symbolique que le fait d'être réalisateur de documentaires. Alors, je vous parle de champ et de capital symbolique, tout d'abord pour mettre à distance quelque chose d'assez intime finalement, mais aussi car la sociologie de Pierre Bourdieu me paraît très utile pour parler des luttes symboliques qu'il existe dans ces différents champs et que la plupart du temps, nous sommes invités à ignorer.
En effet, la plupart des colloques dédiés à cette question, donc la frontière entre recherche et création, cherchent à faire du lien entre les deux approches, à les faire communiquer plutôt qu'à les opposer. On pourrait même se demander quel intérêt y a-t-il à faire ça. La sociologie de Pierre Bourdieu est également une sociologie réflexive et exigeante à ce niveau-là. Et aujourd'hui, pour ne pas faire l'économie de ce devoir, et parce que j'y suis confronté en tant que chercheur cinéaste, je voulais donc élaborer quelques réflexions sur ces lignes de clivage et les manières de s'en détourner pour nous concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment, à savoir l'autre, par l'intermédiaire de la création, que celle-ci soit une recherche ou une œuvre plastique. Parce que je considère que la recherche et la création ont des points en commun. Et les travaux de Pierre-Michel Menger m'ont convaincu que la recherche et la création partageaient bien plus de choses que ce que nous sommes prêts à admettre. En parlant de clivage, je cherche enfin à vous mettre en garde sur les lignes de tension que je vais vous proposer ici. Existent-elles réellement ou sont-elles le résultat de mes anticipations, de mes représentations? Cela, je laisserai à chacun le soin de poursuivre s'il le souhaite. Cette communication retrace donc l'itinéraire d'un questionnement sur la place de l'image et la place de la création dans le cadre d'une thèse en sociologie que je vais brièvement vous présenter. Alors, cette thèse qui a été commencée en 2019 est une thèse en sociologie filmique. Alors, on pourrait parler de ce qu'est la sociologie filmique, mais on pourra en discuter dans les questions. Cette thèse que je mène depuis 2019 articule en fait plusieurs méthodologies, donc principalement des entretiens avec les élèves, avec les professeurs, avec les inspectrices d'académie et avec les parents d'élèves. Alors oui, petite chose avant d'aller sur ce terrain-là, la thèse porte sur une classe de bac pro ASSP d'un lycée professionnel de la Grande Couronne parisienne. ASSP, c'est accompagnement, soins, service à la personne. Ce sont donc des jeunes femmes qui se destinent à être aides-soignantes, auxiliaires de puériculture, ATSEM, etc. Nous savons que l'orientation dans la voie professionnelle en France est rarement un premier choix, que la plupart du temps, il s'agit d'un choix par défaut, parce que ces élèves avaient des mauvais résultats au collège et ces mauvais résultats sont eux-mêmes imputables en partie à leur origine sociale. La question qui se pose donc, c'est comment elles vont réussir ou pas réussir, et qu'est-ce que c'est que réussir, à s'approprier cette orientation qu'elles n'avaient pas choisie au départ, en particulier du fait qu'on se situe dans un secteur du soin et qu'on attend des autres qu'elles aient une vocation et qu'elles soient désintéressées. Donc voilà pour la problématique et ce qui aussi nous donne quelques pistes pour comprendre le titre du film, Le choix des autres, du film et de la thèse. Pourquoi le choix des autres? Parce que dans ce titre court, on retrouve à la fois la question des déterminismes sociaux. Ce n'est pas moi qui ai choisi cette orientation, mais on retrouve autre chose qui me tient à cœur, qui est la possibilité de s'approprier cette orientation qu'au départ, on n'a pas choisie. Et ici, c'est important de le dire parce qu'on va voir que dans les réflexions que j'ai sur le documentaire, on retrouve la même chose. On peut s'approprier à condition de retrouver le sens de ce qu'est une relation à l'autre. Et que c'est bien ça qui manque finalement dans ces métiers du soin, c'est le sens de la relation. Donc, pour poursuivre ma communication, j'ai fait quelque chose d'assez scolaire. J'ai repris les questions que vous proposiez dans l'axe 3. L'axe 3, pour rappel, c'est soulever les enjeux de ces pratiques. Et j'y ai répondu de façon personnelle, en m'appuyant sur mon expérience de thèse, mais aussi à travers les discussions que j'ai pu avoir, soit avec des réalisateurs, soit avec des sociologues, soit
même en me basant sur certains articles. Et la première question que vous posiez dans cet axe 3, c'était de savoir quelles sont les intentions des artistes qui adoptent ce type de démarche. Alors, ce type de démarche, rappelons, c'est des sociologues, enfin, me concernant, c'est des sociologues qui se mettent à la réalisation de documentaires ou qui proposent des œuvres artistiques. Donc moi, je ne vais pas vous répondre pour tous les artistes, évidemment, mais je vais plutôt partager avec vous mon expérience, ce qui étaient mes intentions au départ et ce qu'elles sont devenues par la suite. Donc on a quelque chose d'assez pratique pour un petit peu revenir en arrière sur ce qu'étaient mes intentions de départ. Ça, c'était une note d'intention rédigée en 2019, donc en tout début de thèse. Note d'intention que j'écrivais dans l'idée de faire produire le film par une société de production. Donc, un des documents qu'on nous demande assez rapidement pour produire un film, c'est une note d'intention. Dans cette note d'intention, j'écris que la sociologie immobilise en créant et utilisant des catégories d'analyse et que le cinéma avait ce pouvoir de réparer cela. Je ne vous lis pas tout, mais le point qui me semble le plus important, c'est celui de assumer les faiblesses de la sociologie pour les compenser. On peut voir dans cette note d'intention, que j'ai rédigée en début de thèse, que je souhaitais, par le biais du film, compenser les faiblesses de la sociologie, mais également réaffirmer la marge de manœuvre des individus que je filmais. C'est intéressant de cette façon de présenter les choses, car la sociologie, en y repensant, n'empêche nullement de reconnaître la place de la subjectivité des individus. Certains chercheurs, comme Bernard Lahire ou Norbert Elias, sont de très bons exemples de sociologues qui ont réussi à articuler la question du social et de l'individuel. En fait, je crois que pour ma part, le cinéma documentaire est apparu dans ma vie à un moment donné où j'ai décidé de compléter l'apport des théories déterministes par la manière dont les individus composent avec ces données. Et pour cela, il y a cette citation de François Dubé que je mets un peu partout parce qu'elle synthétise en fait là où j'en suis aujourd'hui de mes réflexions. L'expérience est ce qui m'arrive et ce que j'en fais. L'expérience est la capacité pour les acteurs à mobiliser des matériaux qui sont distribués socialement et ne leur sont pas propres, mais de faire quelque chose de singulier et de propre avec ce matériau, comme un musicien contraint par un code harmonique, mais qui invente malgré tout. Voilà donc la progression. On part d'une théorie déterministe où les individus sont orientés finalement à une théorie plutôt de l'expérience. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Eh bien, j'ai ce même mouvement de passer d'une théorie déterministe à une sociologie de l'expérience. C'est au moment où je découvre le documentaire de façon concomitante. Et donc, le documentaire a été une nouvelle étape pour moi de passage de comment on passe d'un sujet complètement déterminé à un sujet qui agit. Je commençais alors réellement à m'intéresser à l'expérience des acteurs et je voulais faire un cinéma qui montre des sujets. Et à ce titre, je dois dire qu'il me semble bien plus difficile sur un plan éthique, mais aussi technique, de résumer les personnages à des variables. Tout simplement parce que quand on écrit de la sociologie, c'est très facile de prendre des extraits d'entretien, de les sortir et ensuite de les interpréter. Vous allez me dire, oui, mais on peut faire la même chose avec le documentaire au moment du montage. C'est vrai, on peut faire la même chose, mais au moment du dérushage, quand on est face, en tout cas quand je suis face à mes rushs, ce que je constate avec plus de force que quand je me base sur des entretiens, c'est qu'il y a beaucoup de complexité dans un individu quand on le regarde. On voit que ce n'est pas que l'interprétation en fait peut être complètement multiple. En poursuivant cette thèse, j'ai vu passer beaucoup d'appels à communication sur la place du sensible dans les recherches en sciences sociales, et je dois dire que cela complète bien les réflexions que nous avons ici. Les chercheurs, chercheuses et artistes qui s'inscrivent dans ce champ-là s'interrogent sur ce qu'il faut faire des émotions dans la recherche en sciences sociales. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, la création
de lieu de discussion sur ce sujet me paraît comme étant salutaire. Car dans une recherche académique classique, il est attendu que le chercheur laisse ses émotions, sa subjectivité au vestiaire, comme s'il suffisait de le dire pour que cela marche. J'ai trouvé les démarches de mes homologues qui se tournent vers des formes plastiques, souvent, pas tout le temps, mais souvent bien plus sincères, comme s'ils étaient davantage prêts à assumer la question de la subjectivité dans leur recherche. Si ça se trouve, c'est une hypothèse, de nombreux chercheurs qui se tournent vers la création sont finalement des chercheurs en mal de subjectivité. Enfin, pour finir sur cette première question, j'ai tenté de dire que les démarches artistiques dans le champ de recherche permettaient de partager de façon plus évidente les résultats de la recherche. Et même, pourquoi pas, de co-construire, puisque ce mot est à la mode, la recherche avec les participants, ce qu'on appelle la recherche participative. C'est en partie vrai et en partie faux. Vrai, puisque les articles scientifiques ne sont pas à destination des publics que nous étudions et qu'ils sont souvent écrits dans un langage hermétique. Faux, puisque nous pourrions en recherche faire cet effort consistant à impliquer davantage nos enquêtés. Mais là, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que côté financement, les recherches participatives n'ont pas le vent en poupe. Enfin, il serait naïf de penser que le documentaire ou que l'œuvre artistique est plus facilement accessible que le texte. Ce serait nier l'existence d'un langage propre et postuler que les œuvres peuvent se comprendre sans aucune médiation. Exemple à ce titre, quand je réalisais mon premier documentaire, je discutais avec le monteur sur l'usage du plan séquence et donc le monteur me dit mais on ne peut pas mettre de plan séquence puisque tout le monde ne peut pas comprendre l'intérêt du plan séquence. J'étais d'abord heurté en me disant que c'était peut-être un peu du mépris et en y repensant, je pense qu'il y a également une part de vérité là-dedans. Alors, notre deuxième question, et je vais accélérer comme il reste 5 minutes, comment la production artistique évolue à partir des enjeux sociaux qu'elle aborde? Je ne sais pas si j'ai bien compris cette question, mais je l'ai entendue de la manière suivante. Comment les enjeux sociaux vont influencer nos manières de produire des œuvres? Et j'ai donc proposé quelques pistes de réflexion issues de mon expérience, ainsi que des œuvres que j'ai vues et discussions avec d'autres réalisateurs. Et je dirais la chose suivante. Il me semble qu'il y a un mouvement de conscientisation des rapports de pouvoir entre le filmeur et le filmé, entre l'enquêteur et l'enquêté, entre le soignant et le soigné, entre l'homme et la femme, etc. Cette prise de conscience n'est pas récente, mais j'ai l'impression que de plus en plus d'artistes et de chercheurs cherchent à produire des œuvres où il y a une réflexion éthique sur la méthode, sur la relation à l'autre, et je trouve ça résolument positif. Un exemple très concret, j'ai vu dans le cadre d'un festival de films documentaires le très beau film de Lisa Urtier-Manzanares, En plein jour, où elle interroge dans les jardins publics de Paris et sa banlieue des hommes et des femmes d'âge et d'orientation sexuelle différents sur leurs relations amoureuses et sexuelles. Enfin, je dis interroge, mais ce n'est pas le bon mot. La bonne formule serait « elle fait parler ». Car ici, il y a un point essentiel qui nous concerne tous et qui est l'imposition de la problématique. Les chercheurs et les artistes sont soumis au même risque qui est de demander à des individus de répondre à des questions qu'ils ne se posent pas. Et le film de Lisa évite cet écueil brillamment, et je crois que sa méthode n'y est pas étrangère. En effet, en amont du tournage, elle a rencontré des personnes et les a laissées librement s'exprimer sur ce qui leur importait de dire. Puis, au moment du tournage, elle a simplement repris certains de ses propos pour laisser les individus développer et associer. On est bien plus proche des enseignements de la cure analytique que des sciences sociales. Il me semble que nous avons ici un parfait exemple de comment accorder la forme avec le fond. Et en hors champ, il y a toutes les questions autour du consentement qui surgissent. Très rapidement, le point 3, comment ces enjeux et le discours des artistes se manifestent dans le travail plastique. Et là, j'ai posé la question différemment. C'est de
réfléchir à comment les artistes en fait parlent de la sociologie. Ceux à qui on a dit qu'ils avaient fait des films sociologiques, Frédéric Wiseman, Romain Gavras et Alice Diop, exemple plus ou moins récent, se défendent tous les trois de faire des films sociologiques. Alors, je propose l'hypothèse suivante. Est-ce que dans le refus des cinéastes à utiliser l'étiquette film sociologique, il n'y a pas, en fait, un refus de l'objectivisme des sociologues qui prétendent porter un discours scientifique sur la société? En effet, nous savons bien peu de choses sur la manière dont les artistes perçoivent et dialoguent avec les sciences sociales, alors même qu'ils utilisent les mêmes matériaux, évoquent les mêmes thématiques. Enfin, et je vais conclure là-dessus, c'est à la fois ma partie 4 et ma conclusion, comment faire, quelle éthique et praxis adopter pour ces pratiques? Eh bien, je dirais qu'il faut remettre le relationnel au centre de nos activités. Je dirais qu'il n'est pas fertile, selon moi, de présenter la recherche et la création comme des activités qui ont des choses à apporter que les autres n'ont pas. Il y a une manière de faire de la recherche, il n'y a pas une manière de faire de la recherche ou une manière de créer, mais il faut, dans les deux domaines, réussir à proposer des méthodes qui arrivent à faire le lien entre ce que nous pensons être juste éthiquement et les questions que nous voulons transmettre et partager. Voilà, je vais m'arrêter là, je n'ai pas eu le temps de tout dire. Désolé d'avoir un peu débordé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume, la salle vous a applaudi pendant que le son était coupé.